Laisse béton. Dans cet épisode, Pascaline raconte comment l'arrivée d'un enfant différent dans son foyer l'a amenée à quitter la région parisienne pour s'installer en famille dans le Perche il y a plus de 20 ans. Elle nous décrit sa vie entre son bureau sur les Champs-Élysées et son ancrage en Eure-et-Loir, et comment elle a su faire de cette situation une force pour imaginer la suite de sa vie professionnelle. En 2021, Pascaline a lancé un service de conciergerie dans le secteur de Nogent-le-Rotrou, qu'elle a choisi d'appeler « Le bonheur est dans le Perche ». Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Ça va faire 23 ans cet été, au mois d'août, août 99. On a sauté le pas de revenir vers nos racines, puisque moi je suis la petite fille d'un boulanger d'un village qui s'appelle Auton-du-Perche, et le papa de mes enfants, lui a ses parents qui sont entre Phrasé et Luigny. Donc toujours en Eure-et-Loir, à la sortie de l'autoroute A11. Le choix s'est porté sur de revenir à nos racines, puisque c'était difficile de mettre un enfant porteur de trisomie 21 à l'école en région parisienne, dans un quartier un peu difficile. Il avait 3 ans, il sortait de la crèche. Et tout allait très bien, jusqu'au moment où il a fallu l'inscrire à l'école. Et là, la question s'est posée de savoir si on continuait à subir des choses qui étaient un peu compliquées pour lui, et par ricochet pour nous, ou si enfin on faisait ce qu'on avait dit qu'on allait faire un jour, c'est-à-dire s'installer un peu plus loin que Paris et la région parisienne. Et l'objectif, c'était la Bretagne, mais en fait, on s'est arrêté près de nos parents. Le handicap a créé le coup de pouce, et puis l'intégration à l'école s'est fait tellement facilement. On est passé quand même d'un enfant qui était malade beaucoup, tous les hôpitaux de Paris, Robert Debré, Necker, Trousseau, on y allait au moins une fois par mois. Il avait des problèmes respiratoires, à un gamin qui n'est jamais plus retourné chez un kiné en arrivant. Et ça facilite tout de suite déjà la vie, en fait. Au démarrage, c'était un peu compliqué, parce qu'on était des accourus, le terme favori des vrais percherons. Quand on arrive, moi j'ai dû mettre en avant quand même assez régulièrement le fait que j'étais la petite fille du boulanger du village à côté. Voilà, on était appelés les Parisiens. Moi, j'ai une anecdote qui est assez particulière, c'est-à-dire que j'ai continué à travailler sur Paris à temps partiel. C'est pour ça qu'on s'est installé à Vichères, parce que c'était entre la gare et la sortie de l'autoroute. Le papa de mes enfants travaillait à l'époque au Puce, donc lui, il allait à contresens des Parisiens le week-end, il partait le samedi au Puce. Et donc, moi, j'ai fait plusieurs activités qui m'ont permis de m'intégrer. J'ai été présidente de Trisomie 21 Eure-et-Loir pendant 15 ans. J'ai travaillé sur certains week-ends, je travaillais un week-end sur 2, je crois. Au golfe du Perche à Swansea, donc juste à côté. À l'époque, j'étais adjointe, troisième adjointe à Vichères, donc 300 habitants, mais voilà, j'étais aux élections, ils étaient venus me chercher pour que je sois adjointe. Et le propriétaire du golfe du Perche m'avait fait une réflexion. « Je comprends pas, Pascaline, vous la Parisienne, vous êtes élue à la commune. » Et j'avais été obligée de lui dire « Écoutez, ça vous dit quelque chose, Monsieur Dubois, boulanger, Auton-du-Perche ?» Il me dit « Oui. » Voilà, c'était mon grand-père. Et à partir de là, j'étais plus du tout la Parisienne. Voilà, j'avais une légitimité. En fait, c'est ça. Il faut un peu montrer patte blanche, mais bon, il suffit de se mettre aussi... moi, je suis allée au devant. Je me suis pas... Enfin, voilà, j'ai été très impliquée très vite dans plein de choses. On a créé une association pour la sauvegarde de l'église de Vichères.
on s'est pas contenté de vivre juste dans notre coin. Les enfants étaient à l'école du village. C'est un regroupement, donc c'est des petites classes, des petites voilà. Donc tout ça permet de rentrer dans le pas dans le moule, mais en tout cas d'être bien inséré. Et à l'époque, on n'était pas beaucoup quand même à ce moment-là, arriver de Paris pour s'implanter. Il y avait des néo-ruraux qui étaient plus entre Nogent et Bellem, mais c'est pas la même impression que celle qu'on a à l'heure actuelle d'une arrivée massive. Nous, c'était un peu plus sporadique et au final, oui c'est ça, il y avait quand même que des gens, nous, dans le village, qui étaient vraiment de vie chère, avec des générations entières. Ce qui a changé, c'est en fait tout est devenu un peu plus facile sur certains plans, entre autres les enfants. Quand ils ont que la place du village sans voiture à traverser pour aller à l'école, qui reviennent déjeuner, enfin c'est un confort pour eux d'être élevés dans une grande maison avec de l'espace. Parce qu'on était dans un quartier un peu sensible de Fontenay-sous-Bois à l'époque et les voitures qui cramaient. J'ai assisté à une rixe au couteau juste sous mes fenêtres. Enfin, des trucs qui étaient un peu difficiles. Et ça, pour le coup, moi, le premier constat quand on est arrivé, c'était le silence pour dormir. On était dans une cité HLM qui était pleine de bruit, même la nuit. Alors, voilà, je prenais le RER, je passais des heures dans le RER A. Là, effectivement, on était obligé d'investir dans 2 voitures. Mais à côté de ça, le confort de vie, tout en ayant un salaire de parisienne. Alors ça, c'est quand même ultra confortable. Quand on est arrivé, vraiment, les commerçants n'étaient pas du tout ouverts. Mais même les grandes surfaces n'étaient pas ouvertes. Moi, en 2000, les grandes surfaces n'étaient pas ouvertes entre midi et 2. Et puis après, le fait d'être en petit village, en campagne, il y a un truc qui change aussi à une période, c'est quand les enfants grandissent et qu'on passe son mercredi après-midi ou sa journée de mercredi en ville, avec les activités, et à faire taxi. Et là, on commence à se dire que c'est la limite, parce que voilà, l'adolescence, c'est un peu compliqué de les avoir en pleine nature. Ils ont plus envie d'être avec leurs copains à la piscine, ou à leur sport, ou voilà. J'ai vraiment quitté mon emploi qu'en 2019. Donc j'ai continué à avoir un pied à Paris régulier. Une anecdote, on avait des poules et quand j'arrivais au boulot, donc sur les Champs-Élysées chez Publicis, avec mes œufs de poule à distribuer et qu'on me disait « Ah mais si t'as des œufs, t'as un coq !» Même en arrivant à la campagne, je savais qu'il n'y avait pas besoin de coq pour avoir des œufs. Et souvent, les gens étaient surpris de la couleur du jaune, qui était presque orange, mais parce qu'en fait, on donnait du maïs à nos poules et du blé. Et pour les Parisiens, je devenais un espèce d'extraterrestre. Je faisais 1h30 à 2 heures de trajet par jour quand j'allais travailler, mais pas plus, pas moins que certains. J'avais donné ma démission une première fois de chez Publicis en 99. Mais ils sont venus me rechercher et mon entretien d'embauche s'est passé place Saint-Paul à Nogent-le-Rotrou, dans un bistrot. Et donc j'ai pu négocier des conditions qui étaient assez particulières. Et entre autres, j'étais la seule pendant très longtemps à être en télétravail. Alors, on avait beaucoup de copains qui étaient des provinciaux. Paris n'est rempli que de provinciaux, qui rêvent un jour de partir. Et on faisait partie des premiers déjà à avoir des enfants, d'avoir un enfant différent. Et après, ils étaient ravis. Parce que ils venaient tous passer les week-ends du mois de mai au mois de novembre. La maison était pleine. J'ai assez vite exigé un lave-vaisselle, chose qu'on n'avait pas quand on est arrivé, parce que ça devenait plus possible. Mais voilà, 1h30 de Paris, une grande maison, un grand jardin, c'était le bonheur. Et plusieurs, par la suite, ont sauté le pas. Mais on a été un peu précurseurs.
Le plus facile, c'est l'intégration, c'est avec les enfants. Donc, si on arrive et qu'on a des enfants à mettre dans les écoles, c'est quand même beaucoup plus facile. Les écoles ont toujours besoin d'avoir un peu plus d'élèves. On a toujours peur des fermetures de classes. Ensuite, d'être assez, alors je vais pas dire humble, mais pas, faut pas arriver en territoire conquis. Même si certains sont très contents d'avoir vendu leur maison très cher, hein. On va pas se leurrer. Il y a quand même une impression un peu d'envahissement, et donc je pense qu'il faut y aller un peu doucement. Et puis surtout se rendre compte que c'est pas tout rose non plus, hein. Normalement, il pleut beaucoup. Les hivers sont pas terribles, il fait froid, et donc quand on a acheté sa maison en plein été, qui faisait super beau et qui avait beaucoup de lumière, eh bien il faut savoir qu'en hiver c'est absolument pas ces lumières-là et on peut vite déprimer. Se rendre compte que chauffer sa maison de campagne, ça coûte très cher. Remanier sa longère en ouvrant des façades, en mettant des baies vitrées. Ces longères n'ont pas été conçues pour ça, et si elles ont des murs aussi épais, c'est pour garder la chaleur l'hiver et éviter qu'il y fasse trop chaud l'été. Certaines maisons vont être obligées de passer à des clims. Voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter quand même à demander des vrais conseils à des gens qui s'y connaissent un peu, plutôt que d'avoir des envies démesurées sur des maisons qui, au final, il faut savoir, seront invendables au prix où elles ont été achetées, plus les travaux. Le Covid a créé une espèce d'appel d'air où les gens sont arrivés, mais vous avez envie de voir de l'herbe et des vaches. Mais ça n'a pas été, en tout cas pour les locaux, parce que maintenant je me considère comme une locale, même si je l'étais déjà un tout petit peu par le sang. C'est compliqué pour se loger, nous, maintenant. Le Parisien qui arrive, ou la personne qui n'est pas originaire du Perche, qui arrive avec femme et enfant, ou un couple, ou pas de couple, enfin ou une personne toute seule, mais c'est aussi du pouvoir d'achat, c'est aussi des travaux, c'est aussi pas mal de choses qui sont bien vues parce que ça permet de faire vivre la région. Il y a parfois des incompréhensions, surtout avec les nouveaux, là. Voilà, l'arrivée des gens qui ont quitté Paris assez rapidement dès qu'on a pu bouger après le Covid, sont arrivés avec un petit peu... Alors, pour le coup, là, je me sens plus légitime en tant qu'autochtone, maintenant, et de les voir arriver. Un petit peu la fleur au fusil en terrain conquis, ne comprenant pas pourquoi leur maison ne pouvait pas être rénovée tout de suite, alors que les artisans qui avaient déjà du travail pendant le Covid ont été un peu stoppés, mais avaient déjà des chantiers prévus. Donc, ils se sont retrouvés face à des gens qui ne comprenaient pas. Des gens qui avaient un peu d'argent, qui ont découvert qu'avec le prix d'un appart à Paris, on pouvait avoir un manoir dans le Perche. Et c'était un peu disproportionné, et ne comprenant pas pourquoi les choses ne pouvaient pas aller plus vite. Il y en a certains qui sont arrivés avec leurs artisans. Et puis, une incompréhension de langage aussi. Moi, il m'est arrivé de faire interface. Alors, donc, quand j'étais chez Publicis, je faisais de la communication interne. Je pense que je continue à faire le même métier. C'est-à-dire, je mets en relation des gens avec mon service de conciergerie et des gens qui ne parlent pas tout à fait la même langue. Quand je dois mettre en relation quelqu'un qui arrive... assez curieusement, je rencontre beaucoup des gens qui arrivent de la com, qui ont des maisons, qui ont besoin de quelque chose, mais assez rapidement, et qui tombent face à des gens qui ne les ont pas attendus pour avoir du travail, et qui, pour le fait de leur dire bah oui, mais moi je peux vous payer, ça ne change pas grand-chose. Et donc j'ai fait du lien, j'ai un carnet d'adresses très important, et c'est, je pense, mes 22 ans de présence dans la région, le carnet historique de mon grand-père, de mes parents, qui fait que j'arrive rapidement à trouver des solutions. Mais voilà, là, je pense que cette vague-là, elle est plus exigeante,
avec un petit, peut-être moins envie de s'intégrer. J'ai créé Le Bonheur est dans le Perche en septembre 2019, pas tout à fait dans les faits, parce que je pensais créer la structure au mois de mars 2020. J'ai été freinée, comme beaucoup, par le Covid. Le fait d'avoir un pied de chaque côté, un pied à Paris, donc sur les Champs-Élysées, dans lequel il y avait un service de conciergerie, qui était un type qui allait vous chercher les chaussures chez le cordonnier ou les vêtements chez le teinturier. Alors, moi, là, je vois bien aussi à quoi ça sert. Hein. Ça évite que les salariés aillent se balader entre midi et 2 sur les Champs-Élysées. Moi, ce que je faisais avec plaisir, parce que j'adorais descendre au Monoprix. À l'époque, il y avait encore un Monoprix sur les Champs-Élysées. Mais cette notion du service, du tout à domicile, des courses livrées, parce qu'il y avait les paniers d'AMAP qui étaient livrés chez Publicis. Moi, quand je venais avec mes œufs, je voyais bien qu'il y avait des choses à faire. Et cette demande de ces gens qui venaient passer le week-end et qui n'avaient pas envie de tondre la pelouse et passer tout le week-end à tondre, et qui n'avaient pas envie d'arriver dans une maison humide, froide, et tout ça. Là, ça a commencé à vraiment... J'ai commencé à me dire, de toute façon, moi, la publicité en tant que telle, ça devient très compliqué. Je trouve que vendre des téléphones à des gens qui sont obligés de prendre un crédit pour les acheter, ça ne rentrait plus du tout dans mes valeurs. J'ai donc négocié un départ avec ce projet. Et ce projet, il vient de tout ça, de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai accumulé, de mes 20 ans dans le Perche, de ma connaissance du territoire, de ma connaissance du Parisien, entre guillemets, de ses exigences, de savoir ce que je pouvais apporter. J'ai fait une formation à la création d'entreprise, donc en septembre 2019. Et puis, donc le Covid est arrivé. J'ai quand même dû créer la structure en juillet 2020. Et à partir de là, les choses se sont réenclenchées. J'ai demandé à mon fils de me créer ma page internet. Et à partir du mois de juin 2021, c'est parti. Je délivre tout un tas de services liés à la location par les propriétaires de leur maison sur des plateformes type Airbnb. J'ai un chef à domicile qui peut se déplacer et vous faire des repas. J'ai des équipes de femmes de ménage parce que alors ça, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est trouver des femmes de ménage. J'ai aussi la possibilité, et j'ai certains clients dont j'avais entrevu qu'ils allaient arriver, mais je ne pensais pas là pour le coup qu'ils allaient arriver aussi vite. Et donc ça, c'est l'effet Covid, qui sont les gens qui veulent profiter de leur maison pour eux, et qui veulent que la femme de ménage soit passée, que le jardin soit propre, et que le feu soit allumé dans la cheminée quand ils arrivent. Ça, c'est... Quand j'ai fait mon étude de marché en 2019, j'avais envisagé cette clientèle-là, mais je ne pensais pas qu'elle allait arriver si vite. Et ça, ce sont typiquement des gens auxquels le service, il est pour eux. Moi, à Noël, j'ai rempli des frigos pour des gens qui venaient passer la semaine et qui voulaient des chapons que je suis allée acheter dans telle ferme. J'avais une liste de courses. Faire les courses pour les gens, c'est aussi faisable. Prendre la voiture, je la prends pour travailler et j'adore. J'ai des clients qui sont dans des coins qui sont tellement beaux que j'ai pas l'impression d'aller travailler. Là, avec un rayon de soleil, quand c'est tout vert, les arbres qui commencent à bourgeonner, aller attendre des gens qui viennent pour passer un week-end, donc dans un contexte de plaisir. C'est quelque chose qui n'a pas de prix et qui vraiment me fait vraiment plaisir. Pareil, en fait, c'est une espèce de vitrine dans laquelle on est. On a des salaires corrects, mais en rapport avec ce qui s'y passe, c'est-à-dire qu'on paye des loyers hors de prix, ou on achète des maisons ou des appartements qui sont très chers. Et donc, en fait, on ne vit pas vraiment. Et le fait d'être venu vivre
en dehors de Paris, j'ai découvert une richesse en moi, c'est-à-dire que moi, j'étais jamais rentrée dans une association, j'avais jamais poussé la porte d'une association. La première fois que je suis allée à une assemblée générale d'association, je me suis retrouvée présidente alors que j'avais rien demandé. Et je me suis retrouvée à gérer un service de soins, puisque Trisomie 21 Eure-et-Loir a un service de soins avec, il y avait une dizaine de salariés à temps partiel. Et donc en tant que présidente, je me suis retrouvée employeur, alors que dans ma vie de salarié, j'étais un rouage parmi des milliers de personnes. Et là, je me suis rendu compte que que je pouvais avoir une réelle action, même si c'était pas toujours évident. En tout cas, en tant que présidente d'une association comme ça, c'est pas facile. Alors, je me suis retrouvée à l'Élysée. Parce que j'ai été invitée à un Noël de l'Élysée avec des enfants porteurs de trisomie 21. Donc voilà, des trucs un peu particuliers quand même, en tout cas auxquels on ne s'attend pas. Mais voilà, j'ai découvert que j'étais capable de faire des choses que je ne suis pas sûre que j'aurais faites en temps normal. Me retrouver élue de ma petite commune, alors que c'est eux qui sont venus me chercher parce que j'avais pas idée d'aller me présenter. Et quand j'ai quitté Publicis, et là où je me suis vraiment rendu compte de la chance que j'avais moi, c'est que le jour où j'ai quitté Publicis, le 19 juillet 2019 ou le 17 juillet 2019, je suis partie du dernier étage puisque c'était là où était mon bureau et j'ai descendu tous les étages. Ça faisait quand même 23 ans que j'étais dans la boîte. Oui, je suis rentrée en 96. Et j'ai croisé, et j'ai pas fait de pot de départ, j'ai rien fait là, je suis partie. Et j'ai croisé pas mal de femmes de mon âge qui étaient rentrées en même temps que moi dans la boîte et qui me croisent, et j'avais un sourire, mais plus loin que mes oreilles, très 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 loin. Et elles me disent, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je dis, écoute, je pars. Quand ? Là, maintenant, tout de suite, là, je te dis au revoir, je me casse. Et j'ai senti dans leur regard qu'à notre âge, d'être dans une grosse structure comme ça, on devient un petit rouage, hein, vraiment. Et j'ai senti une espèce d'envie et de pas de jalousie, mais... Et elle me dit, mais t'as un projet ? Non, mais des projets, j'en ai 20 000. Moi, j'ai plein d'idées. Je fourmille de choses à faire. Je suis toujours dans l'action. Enfin, voilà, moi, j'aime bien donner du temps aux autres, mais il faut que j'essaye de retrouver un peu pour moi. Mais elle continue à bosser parce qu'il faut payer les factures, parce que pour certaines, elles étaient dans le même cas de figure que moi, c'est-à-dire divorcées, les enfants, il faut payer les études, et pas vraiment de porte de sortie. J'ai bien notion que si je suis là maintenant, là, au final, c'est... Parfois, je me dis que c'est par rapport à un chromosome en trop, quoi. Alors, moi, j'ai aucun regret sur rien. Mais vraiment, de toute façon, je peux pas. Je peux pas me permettre. Mais s'il n'avait pas été là, je serais encore chez Publicis. Ma vie, elle serait pas du tout celle-ci. Je pense qu'on serait peut-être jamais parti de la région parisienne. C'est des chemins qui se prennent à un moment donné, des décisions qui se prennent, et qui se prennent sans regret, parce qu'elle vous emmène sur un autre chemin. Et je suis... une période au mois de septembre, j'étais pas sûre de moi, j'étais pas sûre... Enfin, ce que je faisais était la bonne chose. Et puis par moments, je me dis, mais non, mais si, t'es complètement à ta place. Voilà. Et de ce fait, mon fils, voilà, il travaille, il bosse à l'ESAT à Nogent-le-Rotrou. Je suis élue à la ville en charge du handicap. Voilà, c'est un parcours complet, mais grâce à mon arrivée ici. Et j'adore mon boulot. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Merci à Pascaline Grangier pour son témoignage. Pour en savoir plus sur Le Bonheur est dans le Perche, rendez-vous sur le descriptif de cet épisode. Si vous aussi, vous souhaitez apporter votre témoignage au micro de Laisse Béton, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Et si vous aimez ce podcast, décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous. À très bientôt!